Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme dans un café de Lyon. Un homme ordinaire, chemise froissée, regard fatigué, les mains posées à plat sur la table comme s'il essayait de tenir quelque chose qui lui échappait. Il m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée, une phrase simple prononcée à voix basse, presque pour lui-même. Il m'a dit « J'ai tout fait comme on m'a dit, j'ai tout appliqué, et pourtant rien n'a changé. » Je l'ai regardé, j'ai bu une gorgée de mon café et j'ai répondu « Non, tu n'as pas tout appliqué, tu as appliqué la surface, pas le fond. » Il m'a regardé avec ce mélange de colère et de curiosité que je connais bien maintenant, ce regard qui dit « Explique-toi », mais qui a peur de ce qu'il va entendre. Et c'est exactement ce regard, cette tension entre vouloir savoir et avoir peur de savoir, qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Parce que cet homme n'était pas une exception. Il était la règle. Des milliers de personnes lisent les mêmes livres, écoutent les mêmes conseils, appliquent les mêmes méthodes et arrivent à des résultats radicalement différents. Certains transforment leur vie en quelques mois. D'autres tournent en rond pendant des années sans comprendre pourquoi. Et la différence entre ces deux groupes n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la chance, ce n'est pas les ressources financières. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus profond et de beaucoup plus accessible que tu ne le penses. Ce quelque chose, tu vas le découvrir dans cette vidéo, pas sous forme de théorie abstraite, mais à travers des histoires réelles, des transformations vérifiables, des mécanismes précis que tu pourras appliquer dès ce soir. Et je vais aussi te parler de ma propre histoire, la partie que je n'ai jamais racontée publiquement, parce que je pense que c'est celle qui va résonner le plus fort en toi. Dans cette vidéo, je vais te raconter ce qui s'est vraiment passé quand des gens ordinaires ont appliqué les principes du livre Plus malin. Que le diable, pas la version polie qu'on te raconte sur les réseaux sociaux, la version brute, complète, avec les doutes, les rechutes, les victoires silencieuses et les transformations qui changent une vie pour toujours. Il y a un moment précis dans cette vidéo, vers la fin, où je vais te révéler l'élément que presque personne ne mentionne quand on parle de ce livre, l'élément qui fait toute la différence entre ceux qui changent et ceux qui stagnent, et si tu pars avant ce moment, tu vas passer à côté de ce qui rend tout le reste possible. Donc reste. Ce que tu vas entendre mérite ton temps entier. Avant d'aller plus loin, je dois te dire quelque chose d'important sur la façon dont la plupart des gens abordent ce genre de contenu. Ils arrivent avec une liste de cases à cocher. Ils notent les points, ils soulignent les phrases, ils font des fiches récapitulatives, et puis ils referment le livre ou ferment la vidéo, et ils attendent que leur vie change. Moi-même, j'ai été ce genre de personne pendant longtemps. J'ai lu des dizaines de livres de développement personnel entre l'âge de 18 ans et 24 ans. J'avais des carnets entiers remplis de citations, de schémas, de plans d'action à noter en rouge et en bleu. Et ma vie ne changeait pas. Pas vraiment. Pas. Il y avait des petites améliorations ici et là, des semaines où je me sentais invincible, suivies de semaines où je replongeais dans les mêmes schémas, les mêmes habitudes, les mêmes peurs. Et un jour, j'ai compris quelque chose qui a tout changé pour moi. La connaissance sans transformation intérieure n'est pas de la connaissance, c'est du divertissement. Tu peux connaître toutes les règles de la natation, si tu n'as jamais sauté dans l'eau, tu ne sais pas nager. Et c'est exactement ça, le problème que ce livre, Plus malin, que le diable essaie d'adresser avec une brutalité que peu de livres osent. Napoleon Hill, après avoir écrit « Réfléchissez et devenez riche », un des livres les plus vendus de l'histoire de l'édition mondiale, a passé des décennies à essayer de comprendre pourquoi certaines personnes appliquaient ces principes et réussissaient de façon spectaculaire, pendant que d'autres les appliquaient et échouaient systématiquement. La réponse qu'il a trouvée, il l'a cachée pendant des décennies, trop controversée, trop dérangeante pour être publiée de son vivant. Ce livre n'est sorti qu'en 2011, soit 70 ans après avoir été écrit. 70 ans de secret. Et quand tu lis ce qu'il contient, tu comprends pourquoi. Ce n'est pas un livre de motivation. Ce n'est pas un livre d'affirmation positive. C'est un livre qui te regarde dans les yeux et te dit la vérité sur ce qui t'empêche d'avancer, une vérité que la plupart des gens préfèrent ne jamais entendre,
parce qu'elles placent la responsabilité entière de leur vie sur leurs propres épaules. Dans cette vidéo, je ne vais pas te résumer le livre. Je vais te montrer ce qui se passe dans la réalité quand les gens décident de vraiment l'appliquer. Et la différence entre ces deux approches, c'est la différence entre regarder une carte et faire le voyage. Pour comprendre ce qui se passe quand les gens appliquent ces principes, il faut d'abord comprendre contre quoi ils se battent. Hill appelle cela le diable. Pas le diable au sens religieux du terme, même si Hill utilise cette métaphore de façon délibérée pour lui donner le poids qu'elle mérite. Le diable, dans ce contexte, c'est la force invisible qui pousse les êtres humains à rester dans la zone de confort, à accepter la médiocrité, à ne jamais questionner les croyances qu'on leur a installées depuis l'enfance. Hill l'appelle aussi la dérive. La dérive, c'est l'état dans lequel se trouvent, selon lui, 98 personnes sur 100. 98 sur 100. Ce n'est pas une petite minorité qui lutte, c'est presque tout le monde autour de toi, et peut-être toi-même sans que tu le saches encore. Et le plus terrifiant dans la dérive, c'est qu'elle ne ressemble à rien de dramatique. Elle ne ressemble pas à une dépression visible. Elle ne ressemble pas à un échec spectaculaire qu'on peut identifier et corriger. Elle ressemble à une vie normale, confortable, prévisible, qui passe à toute vitesse sans jamais t'appartenir vraiment. Je me souviens d'un soir en particulier, j'avais 26 ans. J'étais assis dans mon appartement, un appartement que je n'aimais pas dans une ville où je me sentais étranger, avec un travail qui me nourrissait physiquement, mais qui ne me nourrissait pas vraiment. Et j'ai réalisé, assis dans ce silence qui n'était ni agréable ni désagréable, que je n'avais pris aucune décision importante dans ma vie de façon pleinement consciente. Mes études, on me les avait suggérées avec la meilleure intention du monde. Mon travail, j'y avais dérivé naturellement parce que c'était logique, parce que c'était dans la continuité. Mes relations, elles s'étaient formées par proximité, par habitude, par confort mutuel. Et même mes opinions, mes valeurs, mes croyances sur ce qui était possible pour moi, je ne les avais pas choisies. Elles avaient été déposées en moi par mes parents, par mon école, par les médias, par mon environnement immédiat. Je n'étais pas moi. J'étais l'accumulation de tout ce que les autres avaient décidé que je devais être. Et c'est ça, la dérive. C'est ne pas savoir qui tu es vraiment parce que tu n'as jamais pris le temps de te demander, parce que la question elle-même fait peur, parce que la réponse pourrait tout remettre en question. Il explique que le diable, cette force de dérive, utilise 7 outils principaux pour maintenir les gens dans cet état. La peur, la procrastination, la colère, la jalousie, la cupidité, la vengeance et la superstition. Ces 7 outils ne sont pas des émotions négatives à éliminer comme on le répète partout. Ils sont des signaux. Ils te signalent l'endroit exact où tu as rendu le contrôle de ta vie à quelque chose d'extérieur à toi. Et c'est pour ça que la plupart des gens n'arrivent pas à appliquer les principes de ce livre durablement. Parce que appliquer ces principes, ce n'est pas ajouter de nouvelles habitudes à ta vie actuelle, comme si tu enfilais un nouveau vêtement par-dessus les anciens. C'est remettre en question les fondations sur lesquelles ta vie entière est construite. Et ça, c'est la chose la plus inconfortable qu'un être humain puisse faire. Mais c'est aussi, comme tu vas le voir maintenant, la chose la plus libératrice. Le premier cas que je veux te partager est celui d'une femme que j'appellerai Mireille. Pas son vrai prénom, mais son histoire est réelle, vérifiable, et elle m'a été racontée directement lors d'un atelier que j'animais à Bordeaux il y a 2 ans. Mireille avait 42 ans quand elle a lu Plus malin que le diable pour la première fois. Elle était cadre dans une entreprise de taille moyenne, avec un salaire confortable, une maison en propriété, 2 enfants dont elle était fière, un mari qu'elle aimait profondément. Sur le papier, Mireille avait réussi. Dans la réalité, Mireille se réveillait chaque matin avec une sensation qu'elle décrivait comme une chape de plomb sur la poitrine, une sensation qu'elle n'arrivait pas à nommer précisément, qu'elle essayait d'ignorer avec de l'activité compulsive, des projets, des listes de tâches infinies, des réunions supplémentaires qu'elle organisait pour ne pas rester seule avec elle-même. Elle avait lu le livre par curiosité, presque par hasard, après l'avoir vu mentionné dans un groupe de lecture en ligne auquel elle participait distraitement.
et elle m'a dit quelque chose de particulier lors de cet atelier, une phrase que j'ai notée immédiatement. Elle m'a dit « J'ai lu les 100 premières pages et j'ai refermé le livre. J'ai eu peur. » Je lui ai demandé peur de quoi. Elle a répondu « Peur que ce soit vrai, peur que tout ce que j'avais construit ne soit pas vraiment ce que je voulais, peur de qui j'étais vraiment si je retirais tous les masques que j'avais accumulés depuis l'adolescence. » Elle a laissé le livre sur sa table de nuit pendant 3 semaines sans le rouvrir, le regardant chaque soir comme on regarde quelque chose qu'on sait devoir affronter, mais qu'on reporte encore. Et puis un soir, son mari l'a regardé pendant le dîner et lui a dit « Tu n'es pas là, tu n'es plus jamais vraiment là. » Ce soir-là, elle a repris le livre. Et cette fois, elle l'a lu différemment. Pas pour collecter des informations à partager avec ses collègues. Pas pour se donner bonne conscience en cochant la case du livre de développement personnel du trimestre. Pour se regarder en face, vraiment en face, sans chercher à se rassurer immédiatement. Elle a commencé à appliquer le premier principe que il décrit, la clarté définitive de but, pas un objectif vague comme être plus heureuse ou trouver l'équilibre, pas une direction générale, mais une mission précise, formulée avec une intensité totale, écrite et relue chaque matin. Pendant des semaines, ça n'a rien changé en apparence. Elle allait toujours au bureau. Elle gérait toujours ses enfants avec la même efficacité. Elle suivait toujours la même routine qui semblait si bien rodée de l'extérieur. Mais quelque chose avait changé à l'intérieur, quelque chose de discret mais d'irréversible. Elle avait arrêté de dériver. Elle avait commencé à choisir. 6 mois plus tard, Mireille a demandé à son entreprise de passer à mi-temps, une décision que tout son entourage lui a déconseillée avec les meilleures intentions du monde. 1 an plus tard, elle avait lancé une petite activité de coaching qui générait déjà assez pour compenser son revenu réduit et lui laisser le temps qu'elle n'avait jamais eu. 2 ans plus tard, elle avait quitté son emploi. Pas dans un élan romantique ou impulsif, pas parce qu'elle avait gagné à la loterie ou trouvé un investisseur miraculeux, mais parce qu'elle avait construit, brique par brique, patiemment, avec méthode et sans chercher à aller trop vite, une vie qui lui ressemblait enfin. Le dernier message qu'elle m'a envoyé disait « Je ne suis pas heureuse tout le temps, la vie est encore compliquée parfois, mais pour la première fois depuis que je me souviens, je suis vraiment là. » Et ce dernier mot, là, m'a touché plus que n'importe quelle statistique de succès ou de revenus qu'elle aurait pu me donner. Être là, vraiment présent dans sa propre vie, c'est une victoire que beaucoup de gens ne connaissent jamais. À ce stade de la vidéo, je dois faire une pause importante, une pause que je fais avec sincérité et non par habitude. Si tu es là depuis le début, si ces histoires te parlent, si tu sens que ce contenu peut changer quelque chose dans ta façon de voir les choses et de vivre ta vie, alors je t'invite à rejoindre la communauté qui se construit autour de cette chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche de notification. Pas parce que c'est la formule que tous les créateurs répètent mécaniquement à la même seconde de chaque vidéo, mais parce que chaque abonné, chaque notification activée, chaque vue, chaque commentaire donne de la force réelle à cette chaîne, lui permet de continuer à exister, à grandir et à produire du contenu qui va au-delà de la surface des choses. Cette chaîne ne te vend pas du succès facile en 40 secondes. Elle ne te promet pas que ta vie va changer si tu appliques 3 astuces ce week-end. Elle parle de transformation réelle, de travail intérieur, de principes qui changent des vies quand on les applique avec profondeur et sincérité. Et pour que ce genre de contenu continue à être créé, j'ai besoin que tu fasses partie de l'aventure. Un abonnement et une cloche activée, c'est simple. Ça prend 3 secondes et ça dit à l'algorithme que ce type de contenu mérite d'exister. Profites-en aussi pour aller voir le lien dans la description de cette vidéo, parce qu'il y a en ce moment un jeu concours actif sur la chaîne avec des lots qui valent vraiment le détour et je voudrais que tu y participes. Le lien est juste en dessous, c'est rapide, c'est gratuit et ta participation compte. Maintenant, revenons à ce qui t'a amené ici parce que la suite est encore plus dense. Le deuxième cas est celui d'un jeune homme que j'appellerais Thomas, 29 ans, développeur informatique freelance, vivant seul dans un studio à Paris dans le 18e arrondissement. Thomas avait l'air de quelqu'un qui avait tout pour réussir,
un talent réel et reconnu pour son métier, une liberté de temps et de lieu que beaucoup lui enviaient ouvertement, une intelligence vive, une curiosité naturelle pour des sujets très variés. Mais Thomas sabotait systématiquement tout ce qu'il commençait, sans exception. Il acceptait des missions intéressantes, puis les repoussait jusqu'à la dernière minute, livrant un travail en dessous de ses capacités réelles, avec des excuses qu'il savait lui-même être des rationalisations. Il commençait des projets personnels ambitieux dont il parlait avec un enthousiasme contagieux, puis les abandonnait après quelques semaines, toujours au moment précis où les choses devenaient sérieuses. Il avait des relations qui commençaient bien et s'effondraient toujours de la même façon, avec lui qui se retirait progressivement, sans explication, jusqu'à ce que l'autre finisse par partir ou par lui demander des comptes. Thomas m'avait contacté par email après avoir regardé une de mes vidéos sur l'autosabotage, un email long, précis, structuré, qui montrait qu'il comprenait parfaitement ses propres mécanismes. Il m'avait écrit un message très articulé, très lucide, décrivant ses schémas avec une précision presque clinique, comme un médecin qui diagnostique quelqu'un d'autre. Et à la fin du message, il avait écrit cette phrase qui m'a frappé immédiatement. Il avait écrit « Je comprends tout ça. Je vois exactement ce que je fais et pourquoi je le fais. Et pourtant, je continue à le faire comme si ma compréhension n'avait aucun pouvoir sur mes actions. » On s'est parlé pendant 1 heure en visio un dimanche après-midi. Et j'ai réalisé que Thomas était quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances sur lui-même, mais aucune relation authentique avec lui-même. Il pouvait analyser ses problèmes avec la précision d'un chirurgien expérimenté, mais il les analysait de loin, avec une distance professionnelle, comme si c'était les problèmes d'un patient et non les siens. Cette distance, je l'ai reconnue immédiatement parce que j'avais moi-même utilisé la même stratégie pendant des années. L'analyse comme protection contre le changement. Si tu penses qu'on a ton problème, tu n'as pas à le vivre. Je lui ai donné un seul exercice à faire, pas un plan d'action élaboré sur 15 pages, pas une liste de 10 habitudes à adopter simultanément. Un seul exercice, tiré directement des principes que Hill développe sur la responsabilité personnelle et la conscience de soi. Chaque soir pendant 30 jours, avant de dormir, écrire une seule phrase qui commence par les mots « Aujourd'hui, j'ai choisi ». Et compléter cette phrase honnêtement avec ce qu'il avait vraiment choisi dans sa journée, ou avec l'aveu sincère qu'il n'avait rien choisi du tout et qu'il avait laissé la journée se passer sans lui. Les 10 premiers jours, Thomas m'a envoyé ces phrases, comme promis. La majorité d'entre elles disaient « Aujourd'hui, je n'ai rien choisi ». Quelques-unes disaient « Aujourd'hui, j'ai choisi de regarder Netflix plutôt que de travailler sur mon projet », une honnêteté que j'ai trouvée courageuse. Au 11e jour, il a écrit « Aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas ouvrir les réseaux sociaux avant midi ». C'était petit. C'était une micro-décision d'une importance apparente presque nulle. Mais c'était réel. C'était lui qui choisissait, consciemment, avec une intention, pas ses habitudes qui choisissaient à sa place en mode automatique. Au 22e jour, il m'a écrit « Quelque chose est en train de changer, je ne sais pas encore exactement quoi, mais je me sens différent dans ma façon d'entrer dans les journées. » 6 semaines après le début de l'exercice, Thomas m'a envoyé un message qui disait « Je ne sais pas exactement ce qui a basculé, mais j'ai l'impression de tenir les commandes pour la première fois depuis des années, comme si je m'étais réveillé d'un long sommeil que je ne savais même pas que je faisais. » Il avait finalisé un projet personnel qu'il traînait depuis 8 mois, l'avait livré à un client potentiel et avait obtenu un premier contrat. Il avait refusé une mission sous-payée et négocié une meilleure tarification avec un client existant, une conversation qu'il avait évitée pendant des mois par peur du conflit. Et il avait eu une conversation difficile avec quelqu'un de proche qu'il évitait depuis longtemps, une conversation qui avait été douloureuse mais qui avait été dite. Rien de spectaculaire si on regarde les faits bruts. Mais tout de cohérent, tout de nouveau, tout d'aligné. Et c'est ça, le vrai signe que quelqu'un a cessé de dériver, pas une transformation fulgurante et visible de l'extérieur, mais une cohérence nouvelle et profonde entre ce qu'il pense, ce qu'il ressent et ce qu'il fait au quotidien. Le 3e cas est le mien. Je ne t'en parle pas pour me mettre en avant ou pour construire une image flatteuse de moi-même. Je t'en parle parce que c'est le seul cas dont je peux garantir chaque détail, chaque pensée intermédiaire,
chaque moment de doute et de résistance. J'avais 27 ans quand j'ai lu Plus malin que le diable pour la première fois. J'étais dans une période que je qualifierais aujourd'hui de dérive élégante, un terme que j'ai inventé pour décrire cette façon particulière de s'auto-sabotager tout en ayant l'air d'aller très bien. J'avais l'air d'aller bien. J'étais actif, sociable, présent dans les réunions, enthousiaste dans les conversations. J'avais des projets dont je parlais avec conviction et détail. Mais ces projets ne devenaient jamais réels. Un jour ne venait jamais vraiment. Et au fond de moi, dans ce silence que j'évitais soigneusement, je savais exactement pourquoi. J'avais peur. Pas d'une chose précise, pas d'un danger identifiable que j'aurais pu analyser et surmonter rationnellement. J'avais peur de vraiment essayer. Parce que, tant que je n'essayais pas vraiment, tant que je restais dans le domaine confortable des projets et des intentions, je ne pouvais pas échouer vraiment. Je pouvais toujours me dire que ce n'était pas le bon moment, que je n'étais pas encore prêt, que les conditions n'étaient pas optimales. C'était une stratégie de protection inconsciente, sophistiquée, presque élégante dans sa perversité et totalement invisible de l'extérieur. La page 72 de ce livre m'a arrêté net. Il écrit que la peur n'est pas ton ennemi. La peur est ton guide. Elle te montre exactement l'endroit où tu as abandonné le contrôle de ta vie à une force extérieure. Et il dit une chose que j'ai relue 4 fois, lentement. Une chose si simple qu'elle semblait presque ridicule dans sa formulation. Il dit « La seule façon de vaincre la peur, c'est de faire immédiatement la chose que tu crains. Pas demain quand tu seras mieux préparé. Pas après avoir fini ta formation ou lu encore 3 livres. Maintenant. » Ce soir-là, sans préparation supplémentaire, sans plan parfait, sans filet de sécurité, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai écrit le premier article de ce qui allait devenir ce projet, cette chaîne, ce contenu que tu regardes en ce moment même. C'était mauvais. Vraiment mauvais, d'une maladresse presque comique si je le relis aujourd'hui. La formulation était laborieuse, les idées n'étaient pas encore organisées, le ton cherchait sa voie sans la trouver. Mais c'était fait. Quelque chose d'irréversible avait commencé, quelque chose que je ne pouvais plus prétendre ne pas avoir fait. Ce n'est pas une success story dans le sens hollywoodien du terme, avec une courbe ascendante continue et des résultats exponentiels visibles dès le premier mois. Il y a eu des mois difficiles, des vidéos que je regardais le lendemain avec un sentiment d'insatisfaction profonde, des moments où j'avais envie de tout effacer et de recommencer à zéro ou d'arrêter complètement. Mais il n'y a pas eu de retour à la dérive. Parce que j'avais découvert quelque chose que personne ne peut te prendre une fois que tu l'as vraiment trouvé. J'avais découvert que j'étais capable de choisir, vraiment choisir, avec toute ma conscience, pas par habitude, pas par pression sociale, pas parce que c'était logique ou attendu. Et que cette capacité était en moi depuis toujours, attendant simplement que j'aie le courage de la réclamer vraiment. Maintenant que tu as entendu ces 3 histoires, je veux te donner la compréhension profonde de ce qui se passe réellement sous la surface, le mécanisme précis qui explique pourquoi certaines personnes réussissent, là où d'autres échouent avec exactement les mêmes informations et les mêmes ressources. Il identifie ce qu'il appelle la pensée précise comme l'outil le plus puissant dont dispose un être humain. Mais la pensée précise ne veut pas dire penser correctement sur les sujets intellectuels ou académiques. Elle veut dire être capable de distinguer entre ce que tu penses réellement, profondément, et ce qu'on t'a appris à penser depuis l'enfance. La plupart des gens ne savent pas ce qu'ils pensent vraiment. Ils savent ce que leur famille leur a appris à penser pour rester en sécurité et en appartenance. Ils savent ce que leur culture leur dit de penser pour être acceptés et valorisés. Ils savent ce qui est socialement acceptable de penser pour ne pas être jugés ou exclus. Mais leur propre pensée, leur propre conviction profonde, leur propre vision du monde construite à partir de leur propre expérience vécue et de leur propre réflexion honnête, c'est quelque chose qu'ils n'ont souvent jamais vraiment développé consciemment. Il y a 3 niveaux d'application des principes de Hill, et ils correspondent à 3 profondeurs de transformation très différentes dans leur nature et dans leurs effets. Le premier niveau, c'est l'application superficielle. C'est le niveau où se trouve la majorité des personnes qui lisent ce livre, qui regardent cette vidéo, qui consomment ce type de contenu.
Elles prennent les principes comme des outils pratiques, comme des techniques supplémentaires à ajouter à leur arsenal déjà existant, et elles les appliquent dans certains domaines de leur vie, tout en laissant tout le reste intact et non questionné. Ce niveau produit des résultats, oui, mais des résultats limités dans leur ampleur, instables dans leur durée, qui disparaissent souvent quand la pression augmente ou quand la motivation initiale s'estompe. Le deuxième niveau, c'est l'application intermédiaire. C'est là où se trouvaient Mireille et Thomas au début de leur parcours de transformation. À ce niveau, la personne commence à remettre en question non seulement ses habitudes, mais aussi les croyances profondes qui génèrent dans ses habitudes de façon automatique. Elle se demande non plus seulement comment faire les choses différemment, mais pourquoi elle les faisait de cette façon en premier lieu. Quelle peur sous-jacente, quelle croyance héritée, quelle histoire qu'elle se raconte a créé ce comportement. Ce niveau produit des transformations durables dans des domaines solides spécifiques, mais il reste souvent une zone d'ombre, une résistance plus profonde que beaucoup n'arrivent pas à franchir parce qu'ils ne savent pas encore qu'elle existe. Le troisième niveau, c'est l'application profonde. C'est rare, très rare, et c'est profondément inconfortable à vivre de l'intérieur. Mais c'est la seule façon dont les principes de Hill produisent que les transformations les plus spectaculaires et les plus durables qu'on peut lire dans les témoignages de ceux qui ont vraiment appliqué ce livre jusqu'au bout. À ce niveau, la personne ne cherche plus seulement à améliorer sa vie telle qu'elle la connaît. Elle remet en question l'identité à partir de laquelle elle vit sa vie. Elle se demande « Qui suis-je vraiment quand je retire tous les conditionnements, toutes les peurs apprises, toutes les croyances héritées de personnes qui elles-mêmes n'avaient pas posé cette question ?» Et cette question, quand elle est posée avec une sincérité totale et une volonté réelle d'entendre la réponse, est la plus déstabilisante et la plus libératrice qu'un être humain puisse vivre dans sa propre intériorité. Il dit quelque chose de crucial que beaucoup de lecteurs ratent complètement parce qu'ils lisent trop vite ou parce que l'implication les dérange. Il dit que l'esprit conscient et l'esprit subconscient fonctionnent selon des règles radicalement différentes. L'esprit conscient peut décider de changer en un instant. Mais l'esprit subconscient, lui, ne change pas sur décision intellectuelle. Il change sur répétition, sur émotion intense et sur cohérence dans le temps. Ce qui veut dire que tu peux décider 100 fois de changer un comportement avec la meilleure volonté du monde et ton subconscient continuera à produire ce comportement jusqu'à ce que tu lui aies fourni une nouvelle programmation, pas une décision, une véritable programmation par l'action répétée. Et c'est la raison principale pour laquelle l'erreur numéro 1 que font les gens en appliquant ces principes, c'est de croire que comprendre suffit. Comprendre ne suffit pas. Comprendre est le début nécessaire. La transformation commence quand tu agis de façon répétée, cohérente et émotionnellement engagée, en accord avec ce que tu as compris. La clé que presque personne ne mentionne vraiment, parce qu'elle est trop simple pour paraître importante dans un monde qui valorise la complexité et la sophistication, c'est ceci. La transformation ne vient pas d'un grand geste spectaculaire qui marque un avant et un après visible de tous. Elle vient d'une série de petits choix quotidiens faits avec une pleine conscience de leur importance. Chaque fois que tu choisis de faire ce qui est difficile plutôt que ce qui est confortable dans le moment, tu envoies un signal précis et cumulatif à ton subconscient. Ce signal dit « Je suis quelqu'un qui choisit, je suis quelqu'un qui tient ses engagements envers lui-même, je suis quelqu'un dont les actes sont cohérents avec les valeurs. » Et progressivement, inévitablement, ce signal devient ton identité. Et quand l'identité change profondément, le comportement change naturellement, sans effort constant, sans combat intérieur épuisant, sans rechute interminable. C'est ça, le saut que Hill essaie de te faire faire avec ce livre. Pas améliorer ce que tu fais à la surface. Changer qui tu es à la racine. Il y a une vérité dans ce livre que j'ai mis des années à vraiment accepter, pas à comprendre intellectuellement, à accepter vraiment dans mes tripes. Une vérité qui contredit presque tout ce que la culture moderne nous enseigne sur le succès, la réussite et les raisons pour lesquelles les choses ne vont pas comme on le voudrait. Cette vérité est la suivante. La plupart de tes problèmes ne viennent pas de l'extérieur. Ils ne viennent pas de la malchance, de l'économie, du gouvernement, de ton enfance ou des autres. Ils viennent de l'intérieur.
Et plus spécifiquement, ils viennent de la partie de toi qui a décidé, à un moment donné de ta vie, souvent pendant l'enfance ou l'adolescence, que c'était plus sûr de ne pas choisir, plus sûr de dériver, plus sûr de laisser les circonstances décider. Ils appellent cela la dérive hypnotique. C'est l'état dans lequel quelqu'un a délégué le contrôle de ses pensées, de ses croyances et de ses actions à des forces extérieures et ne s'en rend plus compte parce que cet état est devenu son état normal, sa référence invisible. La personne en état de dérive hypnotique pense sincèrement qu'elle pense librement. Elle ne réalise pas que ses pensées sont le résultat direct d'années de conditionnement non questionné, absorbé sans filtre critique. Et il dit quelque chose qui a changé ma façon de voir les choses de façon permanente et irréversible. Il dit que la seule vraie liberté est la liberté de penser. Pas la liberté politique accordée par un gouvernement. Pas la liberté financière générée par un revenu passif. La liberté de penser par soi-même, indépendamment de ce que les autres attendent de toi, indépendamment de ce qui est confortable à croire, indépendamment de ce qui est socialement approuvé et valorisé. Et il dit que cette liberté est universellement accessible, elle ne coûte rien en termes de ressources externes, elle ne nécessite aucun capital de départ, aucun diplôme particulier, aucune relation spéciale. Mais elle nécessite quelque chose de beaucoup plus rare et précieux. Elle nécessite le courage de se regarder en face, vraiment en face, sans anesthésie intellectuelle, sans stratégie d'évitement. Voici ce que j'ai observé chez les personnes qui ont véritablement transformé leur vie en appliquant ces principes jusqu'au bout. Elles ont toutes vécu un moment que j'appelle personnellement le moment de vérité. Un moment souvent inattendu, parfois douloureux, où elles ont vu clairement et sans possibilité de nier, peut-être pour la première fois de leur vie adulte, la distance entre qui elles étaient vraiment et qui elles prétendaient être, à eux-mêmes et aux autres. Ce moment n'est pas agréable à vivre. Il peut ressembler à une crise, à une rupture, à un effondrement de quelque chose qu'on croyait solide. Mais pour chacune de ces personnes, sans exception, ce moment a été le début de tout ce qui a suivi. Pas la fin, le vrai début. Et la raison pour laquelle je te partage cette révélation maintenant, à ce moment précis de la vidéo, c'est parce que je veux que tu comprennes quelque chose d'important sur ce que tu es peut-être en train de ressentir. Si tu ressens une tension en regardant cette vidéo, si quelque chose en toi résiste à ce qui est dit ici, si une voix intérieure te dit que tout ça est trop compliqué ou que ça ne s'applique pas vraiment à toi et à ta situation particulière, c'est exactement le signal dont il parle dans son livre. Ce n'est pas un signal que cette vidéo ne te convient pas. Ce n'est pas un signal que tu n'es pas concerné. C'est un signal que tu es précisément là où tu dois être pour que quelque chose commence à changer. La résistance et la transformation partagent toujours la même adresse. Je veux te donner quelque chose de concret et d'immédiatement applicable à emporter de cette vidéo. Pas 10 points à retenir, pas une liste de 50 choses à faire cette semaine. 3 étapes, simples dans leur formulation, profondes dans leur application, que tu peux commencer dans les 24 prochaines heures sans aucun prérequis particulier. La première étape s'appelle l'inventaire de dérive. Ce soir, avant de dormir, prends une feuille blanche, un vrai papier et un stylo, pas une note sur ton téléphone, et pose-toi honnêtement cette question. Dans quel domaine de ma vie est-ce que je suis en train de dériver plutôt que de choisir consciemment? Pas dans quel domaine est-ce que j'aimerais mieux faire ou être meilleur, mais dans quel domaine est-ce que je laisse concrètement les circonstances, les habitudes automatiques ou les peurs non nommées décider à ma place sans mon accord conscient? Sois honnête avec toi-même d'une façon que tu n'as peut-être pas été depuis longtemps. Sois précis, pas vague. Écris tout ce qui vient, même si c'est inconfortable à voir écrit noir sur blanc, surtout si c'est inconfortable. La deuxième étape s'appelle la décision définitive. Choisis un seul domaine parmi ceux que tu as identifiés, un seul, pas 3, pas 5. Un seul, le plus important pour toi en ce moment. Et prends une décision claire sur ce que tu vas faire différemment à partir d'aujourd'hui, formulée par écrit, en une ou deux phrases précises. Pas une intention polie, pas un souhait conditionnel. Une décision qui a un début et une direction. Il dit que la différence entre une intention et une décision,
c'est l'intensité émotionnelle et la précision avec laquelle elle est prise et formulée. Une intention est froide, théorique, révisable. Une décision réelle brûle, elle est précise, elle engage quelque chose en toi. Formule ta décision avec cette intensité. Écris-la comme si ta vie en dépendait, parce que dans un sens qui n'est pas du tout métaphorique, c'est le cas. La troisième étape s'appelle le premier pas irréversible. Dans les 24 heures qui suivent le visionnage de cette vidéo, fais une action, une seule action concrète, qui rende ta décision réelle dans le monde physique et pas seulement dans ta tête. Envoie l'email que tu remets à plus tard depuis des semaines ou des mois. Passe cet appel difficile que tu évites avec des excuses de moins en moins convaincantes. Inscris-toi à cette formation ou à cet atelier dont tu parles depuis trop longtemps. Commence cette première page, ce premier exercice, cette première conversation. Peu importe ce que c'est précisément, le premier pas irréversible est celui qui dit à ton subconscient « ce n'est plus une idée qui vit dans ma tête, c'est une réalité qui existe dans le monde ». Et à partir de ce moment, quelque chose change. Pas dramatiquement dans les premiers jours, pas de façon visible et mesurable immédiatement, mais irréversiblement, silencieusement, profondément. Je peux te le garantir parce que je l'ai vécu dans ma propre vie avec toutes les résistances et les doutes que j'ai décrits. Je peux te le garantir parce que je l'ai vu se produire chez Mireille, chez Thomas et chez des dizaines d'autres personnes qui ont eu le courage de passer de la compréhension à l'action. Et je peux te le garantir parce que c'est la logique même de ce que Hill a passé une vie entière à observer, à documenter et à essayer de transmettre avec ce livre qui a attendu 70 ans pour être partagé. On arrive à la fin de cette vidéo et je veux te laisser avec une dernière pensée, une pensée qui me tient à cœur personnellement. Il y a quelques semaines, j'ai recroisé cet homme du café de Lyon dont je t'ai parlé au tout début de cette vidéo. Pas par hasard, on s'était revus intentionnellement, on avait gardé contact depuis cette première conversation qui m'avait tant marqué. Et il n'était plus le même homme. Pas parce qu'il avait tout réussi au sens où le monde mesure la réussite. Pas parce que sa vie était devenue parfaite ou sans problème. Pas parce qu'il avait résolu tous ses obstacles d'un coup, mais parce qu'il avait arrêté de subir sa vie comme quelque chose qui lui arrivait de l'extérieur. Il avait arrêté de regarder sa propre vie se dérouler depuis les tribunes comme spectateur de quelque chose qui le concernait pourtant directement. Il était descendu sur le terrain, et dans ses yeux, il n'y avait plus ce mélange de fatigue profonde et de résignation silencieuse que j'avais vu au premier regard dans ce café. Il y avait quelque chose de plus simple, de plus solide, de moins brillant peut-être, mais de beaucoup plus réel. Il y avait la clarté de quelqu'un qui sait où il va parce qu'il a décidé où il allait. C'est ça, la promesse réelle de ce livre, pas la richesse au sens matériel, pas le succès tel que la société le définit et le mesure, pas la vie parfaite et sans friction vendue en images filtrées sur les réseaux sociaux. La clarté, la cohérence profonde entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais chaque jour. Le sentiment de tenir vraiment les commandes de ta propre existence. Le sentiment d'être enfin l'auteur de ta propre histoire et non simplement un personnage secondaire dans celle des autres. Napoleon Hill a mis des décennies à rassembler ce qu'il y a dans ce livre. Il l'a gardé secret pendant 70 ans parce qu'il savait que le monde n'était pas prêt à entendre certaines de ses conclusions sur la nature humaine et sur ce qui nous empêche réellement d'avancer. Et maintenant que tu sais ce qu'il contient, maintenant que tu as entendu ces histoires et compris ces mécanismes qui expliquent tout ce que tu as peut-être observé sans pouvoir le nommer, la vraie question n'est pas de savoir si tout ça est vrai ou faux. La vraie question est de savoir ce que toi, spécifiquement, tu vas en faire. Parce que cette vidéo va se terminer dans quelques secondes. Et dans quelques heures, dans quelques jours, si tu ne fais rien de ce que tu as entendu ici, si tu passes à la prochaine vidéo, si tu continues à consommer du contenu sans jamais passer à l'action, la vie reprendra le dessus exactement là où elle s'était arrêtée. Les habitudes reprendront le dessus. La dérive reprendra le dessus. Et la prochaine fois que tu penseras à cette vidéo, ce sera avec ce léger inconfort de quelqu'un qui sait qu'il a laissé passer quelque chose. Mais si tu fais une seule chose concrète, avec l'intensité d'une vraie décision prise pour de vraies raisons qui te concernent vraiment,
quelque chose va commencer à changer. Et ce changement, une fois commencé avec sincérité, ne s'arrête plus. Il grandit, il s'approfondit, il change progressivement tout ce qu'il touche. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, si elle a nommé quelque chose que tu portais sans pouvoir le formuler, partage-la avec une personne dans ta vie à qui elle pourrait être utile. Ce geste simple est souvent le premier pas irréversible de quelqu'un d'autre. Et si tu veux continuer ce voyage ensemble, la prochaine vidéo est déjà en préparation et elle va encore plus loin dans ce que il n'a jamais osé formuler complètement, le chapitre que même ses éditeurs ont hésité à publier. Prends soin de toi et à très bientôt.